Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir à mon micro un gars pour qui j'ai une grande estime. Vous allez comprendre au fil du balado probablement pourquoi. Il est détenteur d'un doctorat en sciences politiques, a été journaliste pendant plus de 20 ans, notamment dans la politique municipale et provinciale à Québec, entre autres pour le Journal de Québec. Il a écrit plusieurs recueils reliés au journalisme. En tant que spécialiste maintenant en matière d'éthique et déontologie du journalisme, il est actuellement professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, co-rédacteur du guide de la déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Il agit également à titre de témoin expert devant les tribunaux civils dans les litiges relatifs à l'éthique, la déontologie, la sociologie du journalisme. On dit même de lui qu'il est la référence au pays dans le domaine de l'éthique journalistique. La barre est haute. Bonjour Marc-François Bernier, comment ça va? Ça va très bien, je suis gêné. J'ai dit, est-ce qu'on va assumer maintenant? Est-ce qu'on va assumer tout ça? Bienvenue à Québec. C'est un retour chez moi en bonne partie. J'ai demeuré ici 35 ans quand j'étais journaliste et même pendant une vingtaine d'années quasiment comme professeur aussi. Là. OK, est-ce que t'es né à Québec? Non, je suis des cantons de l'Est. Moi, je suis de Granby. Je suis né à côté du zoo de Granby. Je ne voudrais pas dire que ça paraît, là, mais je viens de... Moi, j'ai fait le zoo à la radio. Toi, t'es né à côté du zoo. Moi, j'ai vu le vrai. Alors, t'as travaillé comme journaliste à Québec, dans le fond. Est-ce que t'as étudié à Laval? Oui, en fait, j'ai fait mon bac en communication à Ottawa. Parce que maintenant que t'es à Ottawa, j'ai dit... Oui, j'ai fait le bac là-bas parce qu'à l'époque, je jouais au football, puis c'était là que ça se jouait. Il y avait pas de beau football ici au Québec. Okay. C'était fini de football universitaire. Et puis, j'ai fait ma maîtrise puis mon doctorat à l'Université Laval. Okay. Communication, sciences politiques. OK, bon. On a beaucoup de sujets aujourd'hui parce que tu es aussi auteur, écrivain, essayiste, puis tu es très impliqué dans le monde journalistique. Puis mon premier point, ce serait, je trouve que les temps sont durs pour le journalisme. Ah, ils sont durs à 3-4 niveaux. D'abord, il y a une crise économique qui est terrible. Hein, oui, ben oui. Les entreprises, les médias, c'est des entreprises privées aussi. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils ont existé, ils ont été créés pour faire de l'argent. Un peu pour des idéologies de 150 ans, 200 ans, mais depuis maintenant, ça compte plus, ça. Donc, cette histoire-là, le fait que le modèle économique soit brisé, ça les met sur le dos. Je suis poli, hein? Ouais. Et puis, il y a ça répète une autre partie du corps qu'on a imaginé, mais c'est bien dit. Oui, c'est ça, bien dit. Puis, il y a une crise de confiance. Une crise de confiance, de méfiance. On va peut-être en parler. On va en parler. Et puis, il y a aussi les transformations technologiques. Nous, au département à l'Université d'Ottawa, on a un programme en journalisme numérique. Bon, à l'époque, c'était bon. Maintenant, tout le journalisme numérique, c'est quasiment redondant, dire journalisme numérique. Mais les transformations sont importantes. Les médias sociaux, l'intelligence artificielle qui s'en vient. Donc, c'est un métier qui a toujours bougé, mais là, c'est à vitesse grand V. Par moments, je suis tiraillé parce que, évidemment, je suis journaliste aussi. Ça a été mon métier, c'est ce que j'ai appris. Mais je me dis, d'un côté, j'ai des craintes en voyant l'évolution, la transformation ultra rapide des médias. Mais d'un autre côté, je me considère chanceux, je sais pas si tu le vois comme ça aussi, de vivre autant intensément des modifications de notre vivant, c'est-à-dire puis d'une période assez courte, là. C'est quand même fascinant. C'est ça le côté. Moi, quand j'étais journaliste, ça fait pas 2000 ans, là, j'ai quitté le métier il y a 20 ans, juste avant la grosse explosion d'Internet. J'étais déjà sur Internet, mais il n'y avait pas les médias sociaux. Ça a quand même amené des outils fantastiques aux journalistes. Ah ben oui. Pour chercher des sources, pour faire des entrevues à distance. C'est des outils. Avant ça, il fallait se battre pour trouver une personne qui était spécialisée dans un sujet. Et l'autre affaire, parce qu'on en parle, Marc-François, j'osais avec des amis qui ont fait le métier, puis qui faisaient ça, par exemple, à Sept-Îles ou à Rimouski, ils disaient, nous, avant, on n'avait aucune nouvelle. Ça arrivait, tu sais, des nouvelles nationales, internationales, tout ça, on n'avait pas ça avant Internet. Mais là, ça a comme amené, ça n'a pas amené que du bon, mais ça a amené de l'information rapidement. Tu sais, il fallait t'acheter le USA Today quand tu descendais à Québec. Tu sais, ça a l'air d'une blague, mais là, on parle pas de 1930, là. On parle des années 80-90. Il n'y avait pas de marché pour quelques revues comme ça, transporter ça, aller au bout du Québec, et puis, bon, regardez, il y a des grands conflits internationaux. Bon, moi, je regarde ce qui se passe sur nos médias du Québécois, canadien, mais je vais beaucoup voir ce qu'il y a au New York Times, au Washington Post, au Monde, au Guardian. Alors, on a ceux qui veulent s'informer, plus que jamais, ils ont accès à de l'information. C'est vrai. Et une des questions, je me rappelle d'avoir reçu Marie-France Bazot, puis on avait beaucoup parlé de ça. Est-ce que on s'informe moins
parce que c'est moins intéressant, ou si on n'est pas assez intéressant, c'est pour ça que les gens s'informent moins, ou est-ce qu'ils s'informent ailleurs, différemment? Il y a plein d'éléments là-dedans, mais il n'y a pas une seule réponse, à mon avis. Ah non, c'est sûr que l'offre est très, très abondante, puis il y a un marché de l'attention, tout le monde est sollicité par toutes sortes de choses, alors, mais on a la chance d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Oui. Au fond, est-ce que c'est encore pertinent pour nos médias ici de mettre beaucoup d'argent à l'international quand on a tant de sources internationales? Oui, c'est ça. C'est un peu comme quelqu'un qui aime le sport. Je trouve que le sport, c'est un bon exemple. À l'époque, t'as sûrement connu des amis, sinon toi-même. Il y avait un match de hockey du Canadien, je me rappelle de mes collègues dans les années 80. Il y avait un match de hockey du Canadien, il l'avait tapé sur bêta, puis il disait « Parle-moi-en pas, je vais le regarder en arrivant. » Il savait pas c'était quoi le résultat, il n'y avait rien de sorti. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Puis même quand on pense à ça, puis l'intelligence artificielle, on n'en a pas parlé, mais on va le mentionner, on va en parler tantôt un peu. Puis quand on pense à ça, toute la possibilité en temps réel, tu peux être à un souper, puis on le voit d'ailleurs, les gens prennent là, tu sais, mettons que tu prends pour le Canadien, tu vois, les gens se tassent un peu, puis ils ont déjà, non seulement ils ont le résultat, mais ils ont le but, ils viennent d'avoir. Exactement. 1 minute après, tu as la reprise. Fait que là, on comprend que, OK, les Sport 30 de RDS, ça se peut que dans 5 ans, il y en ait moins, là, parce que déjà, on n'a plus besoin pour. C'est ça, là. Sport 30, téléjournal. Ben, est-ce que téléjournal, c'est encore pertinent? Stéphane Bureau a 1 million là, à 10 h du soir, ça n'arriverait plus, là? Non, ça n'arrivera plus. Puis le téléjournal, on peut l'écouter à la pièce, selon nos intérêts. Bon, ce qui peut être... Et à l'heure qu'on veut? Oui, à l'heure qu'on veut. Mais ce qui peut être aussi un piège, parce que des fois, le téléjournal nous obligeait à nous exposer à des choses qui nous intéressaient peut-être pas a priori, mais regardons ça. C'est comme un journal qui est une pizza all dress, là. Ouais. Maintenant, on mange juste certains morceaux dans le journal, là. On va chercher ça sur les réseaux sociaux. Ben, c'est une des plaintes qu'on fait, mettons, des Facebook de ce monde. Exactement. On connaît par les algorithmes ce que vous aimez, puis on vous envoie que ça. Fait que finalement, ça peut restreindre ta vision. Oui, ça crée des tunnels, ça crée des œillères. Et ça, c'est pas bon parce que souvent, quand on considère d'autres sources, on va peut-être tempérer nos idées, nos convictions. Oui, c'est vrai. Ça peut nous amener quelque chose de plus modéré dans notre appréciation. Évidemment, je veux qu'on parle de l'accueil mitigé de ton ouvrage La Cible, que j'ai enfin en main, que j'avais en virtuel. Donc, sorti cette année, septembre, je comprends bien? Il y a 2 mois, 21 septembre. Bon. Puis moi, ma première réaction, c'est, est-ce qu'on a tant de difficultés à dire, à voir et à accepter la vérité? Quand ça dépend qui, puis quoi. C'est ça qui m'est venu en lisant ton livre. J'ai dit, mon Dieu. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est une enquête sur une enquête journalistique. Mais rappelle-le un petit peu l'enquête pour les gens qui nous entendent. Oui, alors, c'est une enquête. J'ai fait une enquête sur une enquête journalistique. Ce qu'on appelle une contre-enquête. Une contre-enquête. C'est bon. L'enquête journalistique, aujourd'hui, ça fait 10 ans que le reportage a été diffusé. Cette semaine-ci, là? Oui, le 21 novembre 2013. Donc, ça fait 10 ans, jour pour jour presque, à quelques heures près. Et puis, que ça a été diffusé. Et puis, c'est un reportage qui visait un médecin pédiatre de Sainte-Justine, dont le travail est, avec d'autres médecins, de voir si les enfants sont victimes de maltraitance ou pas. Les enfants qui arrivent à l'urgence à Sainte-Justine, un bras cassé, sensible quand même. Une fracture du crâne, et là, le personnel déjà, à l'entrée, là, l'urgence, l'infirmière, écoute la version des parents, puis ils disent « Oh, la blessure ne correspond pas à l'histoire. » Et là, ils disent, quand ils ont des doutes, ils ont une suspicion d'enfants maltraités. Et ils envoient ça à un service qui s'appelle le socio-juridique. Et le médecin, le docteur Alain Sérard, était de garde dans certains cas. Lui, il reçoit ça avec son équipe. Ils font une investigation exhaustive. Ça veut dire qu'ils essaient de voir quelles sont toutes les autres causes possibles. Qu'est-ce qui a pu arriver? Qu'est-ce qui a pu arriver? De A jusqu'à Z. C'est ça. Est-ce qu'il a été brassé? Est-ce qu'il a été pincé? Est-ce qu'il a été brûlé? Est-ce qu'il a été violé? Parce que lui, il reçoit des enfants de tous les âges. Là. Fait que, il y a de tout. Hein? Il recevait ça, en fait. Et puis donc, il y a des parents. Et puis, ils ont l'obligation légale de signaler à la DPJ. C'est pas quelque chose de arbitraire. S'ils ont 50% plus 1 de probabilité que les blessures soient causées par autre chose que l'histoire des parents, ils ont l'obligation légale, comme vous, comme tous ceux qui nous écoutent, nous avons tous l'obligation légale de signaler un cas où on pense qu'il y a la maltraitance. Mais eux autres, c'est leur job en plus. En plus, oui. Et lui, c'est un hyper spécialiste, un pédiatre qui avait des certificats nord-américains de plus haut standard. Alors, il faisait ça. C'est pas agréable pour les parents. Là. On comprendra que quand il donne ça dans les mains de la DPJ, mais la DPJ arrive dans la vie des parents, la police arrive dans la vie des parents, les tribunaux, les avocats, c'est une catastrophe. Alors, les parents lui en ont voulu. Des parents lui en ont voulu. Et le reportage Enquête de l'émission de Radio-Canada
a fait parler des parents de 5 enfants qui ont témoigné contre le docteur Sirard. OK, il y a 5 témoignages, c'est ça, dans le fond. Mais 10 5 parents qui parlent de 5 enfants. Comprends. Et j'allais dire comme par hasard, on va voir qu'il n'y a pas que du hasard là-dedans. Il parle contre le docteur. Ah oui, tout à fait. Puis, est-ce que c'est cet élément-là, Marc-François, qui t'amène à dire « Faudra bien fouiller ». Parce que dans le fond, la contre-enquête où tu es venu je veux savoir la genèse. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à la suite de ce reportage-là, docteur Sirard a tenté une poursuite en diffamation contre Radio-Canada. Okay. Il faut savoir aussi que la semaine après la diffusion du reportage, il a été poignardé devant son domicile. Ça lui était jamais arrivé, ça. Là. Donc, quelqu'un lui a demandé « Êtes-vous docteur Sirard? » Oui, bang, 3 coups de couteau. Donc, il a été sur le carreau longtemps. Et puis, 3 ans après, il s'est suicidé. Au bout de plein de dommages ou de dépression. Ça, c'est la fin. Là. Mais ce que je veux raconter, c'est que, comme il y a eu une poursuite en diffamation, vous l'avez mentionné, je suis témoin expert. Donc, j'ai eu accès à toute la preuve. C'est-à-dire, non seulement de reportage, mais toutes les entrevues avant montage de la journaliste, tous les dossiers médicaux des enfants, certains jugements concernant ça, des pièces, malheureusement, que la journaliste n'avait pas regardées. Parce que ce que les parents disaient en ondes, puis ce qu'il y avait dans les dossiers médicaux, c'était souvent très, très différent. Et fait que si bien qu'ils ont pu dire des choses en ondes qui correspondaient pas au dossier médical que le docteur Sirard puis que tout le staff autour, il n'était pas tout seul, avait monté depuis des années. Donc, c'est ça qui m'intéressait. J'ai fait un rapport d'expertise. Oui. Puis il va y avoir un procès je voudrais, peut-être vers 2020, début 2021. Puis il y a eu un règlement hors cours. Ça arrive souvent. Donc, Radio-Canada, puis la succession du docteur Sirard, parce qu'il était décédé depuis 2016, se sont entendus hors cours. Règlement confidentiel, je n'en sais rien, puis je veux rien en savoir du tout. Mais je trouvais l'histoire tellement tragique, tellement un exemple de ce que j'appelle le pouvoir de nuisance des médias. Les médias ont des pouvoirs fantastiques, c'est parfait le journalisme d'enquête. J'ai toujours encouragé le journalisme d'enquête, mais il y a la notion de vérité là-dedans. Et puis, quand ma contre-enquête montre que le reportage n'était pas il était faux, il y avait des faussetés. Et les médias n'aiment pas ça, se faire dire ça. Je reviens à votre question. Les médias n'aiment pas ça, puis c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire du journalisme. Ils n'aiment pas se faire critiquer. C'est bête à dire, mais ils ne tolèrent pas le 10e de toutes les critiques qu'ils font à tout le monde. Ben oui. Hein, ben oui. Puis j'ai été journaliste, puis c'est vrai que c'était pas agréable. Puis à l'époque, j'étais journaliste avant les médias sociaux. Les lettres qui nous arrivaient pour nous critiquer, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. C'était pas notre réflexe d'en faire écho à ça. Puis les lettres, moi, m'en arrivaient une fois par mois. Parce que les gens prenaient le temps d'écrire, le temps de se défâcher 10 fois. Non, mais c'est vrai, tu sais. Aujourd'hui, c'est tellement réactif que ça nuit beaucoup à ça. Est-ce que c'est une volonté qui a sommeillé et qui s'est éveillée de faire le livre pour refaire l'enquête comme elle aurait pu et dû être faite? Oui, il y avait une question de justice dans ça. Moi, je trouve que une question de justice naturelle, pas une question de justice légale, de palais de justice. Non, c'est autre chose. Question de justice, d'équité, de droit du public à l'information, parce qu'il y a 10 ans, il y a des centaines de milliers de Québécois qui ont été mal informés. Je dis pas désinformés, parce que désinformer, c'est la volonté de nuire. Volontairement. C'est de tromper volontairement, vraiment. C'est pas ça, c'est de la mésinformation. Puis il y a des centaines de milliers de Québécois qui ont été mésinformés à ce moment-là. Puis je me dis, il y a un droit du public à l'information. Et puis dans les codes de déontologie, il y a le devoir de suite, de corriger nos erreurs. C'est ça le but. Puis donner un exemple, c'est pédagogique. Je suis professeur de journalisme, alors je m'en sers dans mes enseignements également, puis dans des conférences que je fais à des étudiants en journalisme. Est-ce que c'était clair? La question est bien répondue dans le livre, mais est-ce que c'est pour les gens qui nous entendent, est-ce que quand tu vois les omissions ou les choses qui n'ont pas été mises en compte, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est volontaire ou c'est un mauvais travail? On pourrait dire en québécois, pour se comprendre, botché ou un peu tourner les coins ronds. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, parce que le livre va plus loin, donc la base, est-ce que c'est ça? C'est une assurance qu'il y a eu des... C'est dur au départ d'imaginer que ça a été volontaire. Là. Moi, je pense pas que c'est volontaire. Je pense qu'il y a eu de l'empathie envers les parents. Il y avait quelques vedettes aussi, quelques personnalités publiques dans les parents. Je pense qu'il y a eu de l'empathie, de la sympathie. Je dirais, moi, plus de la complaisance, plus que de la malice. Comprends. Oui, très bien la différence. Puis ça, il faut se protéger contre ça, nous, les journalistes. On dit toujours qu'il faut que nous ayons le doute méthodique. C'est-à-dire que même les sources qui viennent se confier à nous,
il faut qu'on s'en méfie un peu parce qu'elles ont des intérêts. Puis il ne faut pas se laisser... Vous savez, la manipulation, il y a toujours un peu d'auto-manipulation dans ça. C'est-à-dire qu'on est prédisposé, à se faire manipuler par des sources. Il faut qu'on se protège. Et à peu près tous ceux qui écrivent sur le journalisme d'enquête avertissent les journalistes. Faites attention, vous avez de l'impact, mais il y a des gens qui veulent se servir de vous pour régler des comptes. Est-ce qu'on aurait voulu, à une étape ou l'autre de la rédaction de La Cible, vous empêcher de le faire? On ne m'a pas empêché. Radio-Canada, entre autres, c'est sûr qu'il y a une relation minimum froide avec vous? Ben, j'avais la chance d'avoir, moi, en ma possession, toute la preuve. Oui, c'est vrai. Autant les pièces que Radio-Canada ont déposées en défense, pour se défendre parce qu'il y avait une poursuite. Ben oui, quand même. Il n'y a aucun souci là-dessus. Autant les pièces que la poursuite, la demande. Donc, j'avais des milliers de pages, dont tous les documents, les dossiers médicaux. Okay. On n'a pas eu de tentative de ça, sauf que dans les semaines précédant la publication du livre, mon éditeur a reçu des courriels de la haute direction de Radio-Canada en l'avisant de faire attention. On vous surveille, genre. On vous surveille, puis vous savez... insinuant que je n'avais pas fait mon travail comme il faut, que je n'avais pas vérifié mes sources, que je n'avais pas donné la parole à la journaliste. Or, dans le livre, les gens verront, s'ils veulent le lire, que la journaliste, d'abord, elle parle en premier lieu dans son reportage. Il y a le verbatim du reportage dans le livre. Deuxièmement, mais elle tient des propos pour faire la promotion de son reportage. Elle donne beaucoup d'entrevues. Donc, toutes les choses qu'elle a dites, je les ai rapportées beaucoup dans le livre. Sa version est là. Et en plus, elle a été interrogée par les avocats du docteur Sérard ou de la succession. Oui. En sous-serment. Alors, il y a des centaines de pages de verbatim, puis je me suis servi. Elle répondait aux questions que je lui aurais posées de toute façon, d'autant plus que j'étais présent lors de l'interrogatoire. Donc, c'est les questions. Sa version est dedans, tout à fait, la version de la journaliste. Et puis, donc, c'était ça un peu. Radio-Canada mon éditeur, puis moi, on prenait ça un peu comme de l'intimidation. Mais j'imagine qu'eux-mêmes, quand ils font des enquêtes... qui peuvent faire ébranler des gens. Peut-être qu'ils reçoivent ce genre de mise en garde-là, peut-être. Donc, peut-être qu'ils ont joué le jeu, eux autres aussi. Évidemment, une de mes réactions en lisant ça, le mot, c'est troublant. Oui. Tout le monde me dit ça. Non, c'est le mot parce que ça vient nous chercher. Puis le deuxième élément qui m'est venu tout de suite en tête, puis je voulais pas généraliser, mais ça m'est venu en tête, je vais le mentionner à Marc-François, c'est il y a quand même une panoplie d'erreurs là-dedans. Ouais. D'erreurs de déontologie, de travail journalistique. Des transgressions déontologiques que j'appelle. Oui. Dans le fond, on se dit, ça, c'est ce qu'on sait. Je suis pas en train de dire que tout le monde fait ça, mais on peut pas imaginer que ce genre d'injustice, je pense qu'on peut le dire, est arrivé, il va arriver encore. Ben, vous savez, dans le passé, il y a eu des causes qui ont été jugées en diffamation, notamment visant Radio-Canada, mais à peu près tous les médias ont été jugés un jour ou l'autre en diffamation. Donc, c'est des choses qui arrivent. Moi, je pense que c'est des choses qui sont plus exceptionnelles que régulières. Heureusement, je dirais. Je l'espère. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Radio-Canada puis pour leur émission Enquête, mais même les meilleurs font des erreurs. Puis surtout, s'il n'y a pas d'encadrement, s'ils ne sont pas challengés à l'intérieur, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit « Hey, as-tu regardé tous les dossiers médicaux? Ce jugement-là dont tu parles, l'as-tu lu au complet? » Parce que si elle l'avait lu au complet, il y a une partie du jugement qui discrédite complètement des parents qui parlent dans son émission. Ça, c'est un juge qui parle. Là. Oui. Donc, elle a lu juste une partie. Les parents, ils ont donné ce qu'ils voulaient. Vous savez, ce challenge-là qui peut être emmerdant parce qu'on a l'impression que nos boss ne nous font pas confiance, mais au fond, ils nous protègent contre nous-mêmes. Dans le livre, vous donnez les deux côtés de la médaille tout le temps, l'enquête, la contre-enquête, mais la réception de votre livre, c'est autre chose. Je pense pas que Radio-Canada vous a reçu à plusieurs émissions. Là. Non, c'est zéro? Je suis pas zéro barre oblique, comme on dit. Silence radio, c'est le dire. Et puis, j'attends. Donc, de façon ironique, je dis toujours, j'attends mon invitation, à tout le monde en parle. Mais je sais bien. Je comprends, moi, le réflexe de défense, d'autoprotection de Radio-Canada. Je pense qu'une grande institution publique, une société d'État, devrait avoir un niveau de transparence, d'imputabilité plus élevé. Oui. Et on a vu dans Mais c'est décevant. C'est décevant parce que, vous savez, dans le passé, même récemment, vous savez, quand il y a eu le bombardement de l'hôpital à Gaza, puis on ne savait pas trop si c'était un missile israélien qui a initié, c'est ça. Puis au début, les médias ont dit « Ah, c'est Israël qui a tiré », puis finalement, il semble que c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les grands journaux? Ils se sont corrigés, puis se sont excusés. Le New York Times s'est excusé. Madame Tate, la grande patronne de Radio-Canada, devant, il faut dire que c'était des élus
conservateurs à la Chambre des communes, en commission parlementaire. Ils ont dit, allez-vous vous excuser? Elle a dit, non, je m'excuserai jamais parce qu'on fait le meilleur journalisme. Ça, c'est large, là. Ça veut dire que face à même des choses, c'était rien de dire, nous aussi, on s'est trompé. Nous aussi, dans les premières heures, on est allé trop vite. On a pensé que le journal Le Monde l'a fait. Oui. Je trouve que c'est une... Dans cette quête au scoop, ça peut arriver plus encore, si on n'est pas aux aguets. C'est un test de gouvernance, quant à moi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est dans d'autres cas, des grands médias ont fait des enquêtes internes pour dire, coudonc, où ça a merdé, là? Oui. Où c'est qu'on s'est planté dans cette affaire-là? Puis ils publient les résultats de leur enquête. Moi, j'ai vu ça dans le New York Times, j'ai vu ça dans d'autres grands médias, dans The Guardian. Donc, je pense que Radio-Canada aurait pu avoir une attitude plus noble, entre guillemets, puis dire, on s'est planté, on s'excuse, hein? D'abord, on s'excuse de s'être planté. Puis, on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé pour plus que ça se reproduise. Mais si on ne fait pas ça, peut-être qu'on a des risques de récidive. Là, cette semaine, ça fait 10 ans que le fameux reportage d'enquête qui est l'inspiration du livre La Cible est arrivé. 10 ans plus tard, qu'est-ce que tu espères de cet élément-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses du journalisme dont on peut parler, mais... J'espère que ça va faire école dans le sens que c'est comme un contre-exemple à ne pas faire, voyez-vous. Quand on enseigne le journalisme, on dit à nos étudiants, voici comment il faut faire. Ouais. Mais des fois, il faut dire, voici comment il ne faut pas faire. Et puis, je pense que ça peut servir de leçon, d'une piqûre de rappel, que finalement, les règles de base sont importantes. Vérifier, corroborer, être équitable, être imputable. C'est des règles de base, c'est donc le principe de base du journalisme dans à peu près tous les codes de déontologie. C'est un rappel, une piqûre de rappel, même si on s'appelle Radio-Canada, ou CBC ou New York Times, il n'y a aucun média qui échappe à ce genre de dérapage-là. Mais tu sais, on parle de dérapage, mais quand on lit le livre, il y a un élément où, j'allais dire on décroche, mais c'est pas ça, où on se dit, un peu, là. Il y a des erreurs, on a tous faites, je peux vous en parler, plusieurs en ont fait, puis ils ont reconnu. Sauf que, dans ce cas-ci, il y a un médecin de grand spécialiste, puis rien dans son pedigree, dans son histoire, démontre le contraire. Donc, il a sûrement fait des erreurs, comme tout le monde en fait, mais on arrive au bout, lui a été attaqué par quelqu'un qui est probablement visiblement proche de l'affaire, et il est mort, s'est suicidé. Mm-hmm. Fait que là, t'as un peu, là. Il y a des effets, tu sais, c'est ça qui, pas qui nous reste, mais qui nous turlupine le plus. La mort, son décès, moi, longtemps, le titre de travail de ce livre-là, c'était « Un homme est mort ». Mais la cible pour les auditeurs, il faut qu'ils sachent que dans le journalisme d'enquête, on a une cible. Et même les gens d'enquête, de l'émission Enquête, dans un livre qu'ils ont publié il y a plusieurs années, en parlent. Et puis on sait que c'est répandu dans la littérature sur le journalisme. Donc, je trouvais que la cible, ça disait plus quelque chose. Au fond, la cible, on veut viser quelqu'un et notre projectile, c'est le reportage. C'est l'enquête. Puis les gens, souvent, s'en sortent maganés, mais personne souhaitait son suicide. Je suis sûr de ça. Personne ne souhaitait. Ben non, je pense pas. Non. Je ne vais pas imputer mais c'est arrivé. Les motifs. Puis, oui, mais c'est c'était ce qui était prévisible, c'est qu'il était pour être tassé, qui était pour être éjecté. Et puis, c'est sûr que Dr. Serrard, c'est quelqu'un qui était très intense. C'est ce que j'ai appris au fil des choses. Mais très compétent, très intense. Puis lui, sa priorité, c'est de protéger l'enfant. Fait que dans certains cas, il a été impoli envers quelques parents, puis il a été sanctionné pour ça. Mais tous ces signalements, l'acte de signaler les faits, signaler un cas à la DPJ, tout ça, ça a été validé par les enquêtes qui ont eu lieu après le reportage. Le reportage a initié des enquêtes par la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse. Eux autres, ils ont fait des enquêtes approfondies, puis ont dit dans tous les cas, le signalement était justifié. Même que dans un cas, il aurait dû signaler plus rapidement. Alors qu'une des thèses du reportage, c'était il précipite, il n'écoute pas les parents, puis il précipite pour signaler. Alors, dans un cas, l'enfant aurait dû être signalé plus vite, puis eux, les médecins, c'était pour vérifier, être plus sûr de leur affaire, de la probabilité surtout, aussi. Et les collègues du docteur, est-ce qu'ils n'ont pas tous, de ce que j'ai lu, ils n'ont pas tous été de son côté? Là? Ben, en fait, il y avait un médecin, un pédiatre, là, qui est bien connu, le docteur Julien, qui a joué un rôle en coulisses là-dedans. Je dirais que c'est un rôle très glorieux, mais il a inspiré l'enquête. Et il a participé aussi le lendemain de la diffusion à une lettre qui a été publiée dans la presse pour taper sur le clou aussi. Là, donc, mais sans jamais dévoiler le contentieux qu'il y avait avec le docteur Serrard qui remontait à une quinzaine d'années d'avant. Mais moi, en ce moment, c'est sûr que les autres pédiatres ne voulaient pas parler de ça. D'abord, il y avait la question de confidentialité. Entre autres. Vous savez, quand vous êtes un spécialiste, un médecin, puis les gens vous attaquent dans l'espace public,
vous êtes très vulnérable. Parce que vous ne pouvez pas en parler. Surtout que la journaliste n'a pas demandé aux parents « Libérez-vous, Dr. Sirard, de son devoir de réserve. » Ça ne l'a jamais demandé. Je trouve que ça, c'est une erreur. Okay. C'est une erreur parce que non seulement on sait qu'il est vulnérable, mais on ne lui donne même pas l'occasion de pouvoir se défendre. Donc, puis elle n'a même pas demandé aux parents d'avoir accès à tous les dossiers médicaux au complet qui révélaient des choses contraires à ce que les parents lui disaient à la caméra. Moi, je l'ai fait l'analyse comparative. Un côté de l'autre. Oui, comparative. C'est fastidieux, mais ça parle. Ah, mais c'est ça. Les faits sont têtus. Moi, je viens de cette école-là, hein, la science, où les faits, après ça, on peut les interpréter, mais les faits sont très importants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui existait dans le dossier? Quelle est j'essaie d'éviter les anglicismes, là, je retiens les anglicismes d'Ottawa, mais quel est l'écart majeur ou mineur entre les deux versions? Et par exemple, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais dans les entrevues qu'elle faisait avec elle, moi je les ai écoutées au complet, là, oui. Même les entrevues téléphoniques avec des sources, j'avais accès à tout, ce qui est très rare d'abord. Ça, c'est une rareté, pour un chercheur, c'est fantastique. Oui, puis c'est pas un livre qui s'est fait en une semaine, on comprend. Non, mais alors, elle les a jamais confrontés dans les entrevues de dire « Oui, mais vous me dites ça, mais dans le dossier médical, c'est pas ça qui est dit. » Voyez-vous, si elle avait eu accès à ça, ou si elle avait été accompagnée tout le long de son reportage par un spécialiste de la médecine, il aurait pu lui dire des choses, il aurait pu l'aider. Puis les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada reconnaissent que dans certains cas, on peut aller chercher un expert, puis même lui donner des honoraires pour qu'il puisse nous aider. Pensons à la finance. C'est compliqué, la finance, ou à certaines questions de droit. Mais la médecine, c'est compliqué aussi. Là, c'est compliqué, la médecine. Là, puis, fait que je pense qu'il y avait cette chose-là aurait dû être faite pour s'assurer que le public soit bien informé avant tout. Quand on sort de la lecture de la cible, ça nous ramène, Marc-François, à deux grands ennemis de l'information de qualité, et vous en avez parlé un peu, je l'ai vu sur X, entre autres. La propagande, la désinformation par des sources souvent douteuses ou quelquefois douteuses, et aussi des journalistes qui font fi des règles de déontologie, les deux gros éléments. Soit que tu as des mauvaises sources, ou soit que tu fermes les yeux sur certaines affaires qui changent la vérité. Oui, puis en fait, pour ça, je reviens avec ça, c'est important que Edgar Morin, qui est un grand philosophe, j'ai lu ça il y a longtemps, puis ça m'a marqué, il dit « Nous possédons des convictions qui nous possèdent ». C'est-à-dire que souvent, on est possédé par des convictions, puis on ne les remet pas en cause, on ne les remet pas en question. Et souvent, en journaliste d'enquête, on a une prémisse, on a une thèse, une hypothèse dès le départ, et on cherche des éléments pour la renforcer, mais en même temps, ils peuvent se présenter des éléments qui la réfutent. Hein? Puis, faut l'admettre, ça, à ce moment-là. On recule ou on abandonne. On disait souvent, quand j'étais journaliste, la nouvelle est bien meilleure à 9 h le matin qu'à 5 h l'après-midi. Parce qu'à 5 h, on l'avait vérifié, puis elle s'était dégonflée toute la journée. Fait que, oui. Mais puis, dans le journalisme d'enquête, c'est fascinant parce que moi, j'ai une formation scientifique. La démarche, ça ressemble tellement à la démarche en sciences sociales, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, poser des questions, se documenter, avoir des hypothèses, puis... comparer les... Oui. Oui. À la limite, en sciences sociales, on écrit un article pour dire que notre hypothèse de départ est pas bonne. Puis on a appris quelque chose. On publie ça pour dire que notre hypothèse sortait d'une théorie, puis finalement a été réfutée par la réalité. En journaliste d'enquête, c'est rare que vous allez avoir un reportage qui dit « On est parti avec cette idée-là, puis on vous annonce à la fin qu'on s'est gouré. » Finalement, je pense qu'il peut y avoir ça aussi, la pression à diffuser, à publier. On a consacré des mois. On ne veut pas qu'il y ait des faits qui viennent trop troubler notre récit. Puis ça, c'est assez documenté aussi dans la recherche. Moi, je lis beaucoup de recherches en sciences sur le journalisme. Donc, j'ai pas juste ma pratique qui m'aide. Ma compréhension du métier vient aussi de tout ce que j'ai lu, puis ce que j'ai vu à des centaines de milliers d'exemples que j'ai jamais vécu, mais qui sont bien documentés sur la planète aussi. Il y a quelques grands thèmes sur lesquels je veux qu'on s'arrête. Oui. Entre autres, le premier, la confiance et la crédibilité des médias. Je sais que votre opinion est intéressante là-dessus, entre autres. C'est pas juste une opinion, il y a des faits, là, mais on entend souvent, par les temps qui courent, que la crédibilité des médias est depuis récemment mise à mal aux yeux des gens à cause des grands de ce monde, tout ça, mais je suis pas sûr que c'est vrai. Ben, c'est faux. Bon, c'est faux. Ça, c'est une prémisse, c'est un fait. Ben, depuis, je vous dirais, là, moi, j'ai lu beaucoup de sondages, surtout aux États-Unis, parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour faire ça. Okay. J'en ai fait quelques-uns quand j'avais une chaire de recherche, puis j'en ai fait un plus récemment au mois de mai avec ma collègue de l'Université de Sherbrooke, Marie-Ève Carignan. Alors, tout ça nous dit que depuis les années 70, avec la télévision qui est arrivée, tout ça, la télévision est demeurée le média le plus crédible, mais tous les médias ont perdu de la crédibilité depuis les années 70, mais pas tout seul. Les institutions ont perdu de la crédibilité. L'armée
surtout aux États-Unis, le gouvernement, les églises, bien d'autres, les écoles, donc la justice, les grandes institutions. Finalement, il ne reste plus grand monde. Les scientifiques en ont perdu un peu aussi, mais ont perdu la crédibilité et la confiance du public. Les publics sont plus, on pourrait dire d'un côté plus lucide, mais on pourrait dire aussi d'un côté plus cynique. Puis le cynisme, d'une certaine façon, il a été encouragé par les médias parce qu'il y a quand même beaucoup de cynisme dans les médias. On ne croit pas la parole de s'il dit ça, c'est à cause de ça. C'est comme si on n'était pas capable de prendre à sa valeur même un énoncé. On le met toujours dans le contexte. On dit toujours, il y a un jeu de coulisses. C'est pas toujours vrai. Donc, il y a beaucoup de chutes. Il y a une grande chute de la crédibilité et de la confiance qui sont deux choses qui... La confiance, la crédibilité, c'est ce que vos auditeurs, puis nous, on décide d'accorder à une personne ou à une institution. Et puis, à un moment donné, ça peut s'effriter. Parce qu'on a des mauvais exemples, mauvaises expériences. Ça s'effrite tranquillement, pas vite. Mais il y en a qui sont plus solides. Aux États-Unis, il y a encore plein de gens qui pensent que Trump, c'est un homme fantastique. Donc, quand c'est bien sédimenté, c'est difficile, mais de façon... un petit peu graduel, là, ça peut s'effriter, mais la confiance n'est pas forte en ce moment. Je sais que vous êtes enseignant, puis moi, je me rappelle, là, ça me ramène à mes cours de journalisme, entre autres Denise Verville et autres, à qui j'avais des professeurs en sociologie aussi qui disaient, quand on fait du journalisme, puis là, ça avait l'air simple, je me suis rendu compte que c'est fondamental. Quand tu fais des choix. Tu n'as pas le choix parce que tu peux pas, si tu as une nouvelle affaire, un topo qui doit être plus court, quand tu choisis de mettre quelque chose et quand tu choisis d'occulter quelque chose, ça a une incidence sur la nouvelle. Fait que souvent, ça part de là, dans un travail, dans un topo, puis je me rappelle à l'époque, il disait, faut essayer d'être le plus concis possible, mais avoir tous les éléments qui expriment l'information. Puis je me rends compte qu'au fil du temps, souvent, la vitesse que, tu sais, on entend Jean-François Dumas d'Influence Communication dire qu'une nouvelle, elle a à peu près 1 heure, 1 heure et demie, après ça, il y en a une autre qui la bouscule. C'est fou, là. Mais cet élément-là reste vrai, dans le fond. Moi, j'ai appris ça en 1980, qu'il faut choisir, mais il ne faut pas éjecter trop d'éléments qui sont fondamentaux, en fait, à la nouvelle. Ben, c'est le cadrage. C'est la notion de cadrer. Vous avez un grand portrait, vous avez un beau paysage, puis vous prenez une photo. Ben, prenez une photo, vous cadrez, puis il y a plein de choses du paysage que vous tenez à l'extérieur que souvent ne sont pas pertinentes. Mais souvent, le cadrage fait en sorte que ça peut être trompeur. Ça peut nous induire dans une fausse piste. Et ça, c'est assez bien documenté aussi. Le cadrage est utile parce que on raconte une histoire. Moi, mon livre, il y a un cadrage dans tout ce qu'on raconte. Vous racontez une anecdote à quelqu'un, vous allez cadrer aussi, dire bon, il y a plein de petits détails que je dirais voici pas, l'essentiel. Voici l'essentiel. Donc, le cadrage, c'est cognitivement avantageux. Hein? C'est pour que nos récepteurs ne fassent pas le monde tous les matins non plus. Il faut prendre pour acquis qu'il y a des choses qui existent. Donc, le cadrage est très important. Et puis, il y a des choses qu'on écarte, mais des omissions qui font en sorte que on induit en erreur, ça, c'est pas... D'abord, c'est pas acceptable. Mais non. Le Conseil de presse, depuis quelques années, a sorti un terme qui s'appelle la complétude. Au fond, ça veut dire que vous ne jetez pas par-dessus bord des choses pertinentes pour la compréhension du public dans un reportage. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile parce que les journalistes sont tellement contraints. Dans le temps, sont là, ils vont au palais de justice, ils tweetent en même temps. Faut qu'ils filment, faut qu'ils vont 8 médias en même temps, on exagère, mais... C'est terrible. C'est terrible, c'est ce qui se passe, parce que ils sont pas des surhommes et des surfemmes. On leur en demande beaucoup, et souvent avec des conditions qui sont pas si améliorées. Il y en a qui sont sans bien. Sans dire que c'est un euphémisme, il y en a qui sont bien, effectivement. Mais c'est vrai que les conditions sont pas très bonnes pour bien des gens. Et puis, on leur demande des choses presque impossibles. Puis après ça, on s'étonne qu'il y ait des erreurs. Tu sais, les erreurs sont quasiment induites par les conditions de travail. Puis c'est pas de la mauvaise foi. Moi, je pense que la mauvaise foi, si ça existe, c'est quand on refuse de reconnaître nos erreurs après. Hein? Ou quand on refuse pendant le temps qu'on travaille de considérer des choses importantes qui vont défaire notre histoire. Est-ce que la confiance érodée du public, c'est pire depuis que les médias sociaux que plusieurs, en fait, que à peu près tout le monde regarde, peu importe lesquels, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres, parlons de Facebook ou autre, nous amènent des nouvelles, nous entraînent dans des canaux ou des chemins qui font notre affaire parce que ça correspond à... Est-ce que ça, c'est pire à ce moment-là? Parce que dans le fond, il nous manque...
on a l'impression, quand on suit l'actualité, notre idée est déjà faite. Fait que finalement, on dit, ben, les médias, ils ont rien compris, puis on en rit, on a fait beaucoup on voit cette violence écrite que plusieurs vivent, violence verbale ou violence écrite, soit par texto, soit par Messenger, soit, il y a quand même une ouverture, entre guillemets, une ouverture de la parole qu'on n'avait pas avant. Mais il y a beaucoup de critiques, puis je me demandais si c'était pas lié directement à ce qui nous abreuve, dans le fond, dans notre vie de tous les jours. Dans les enquêtes de sondage depuis les années 70, on voit pas de fracture significative. Il n'y a pas de corrélation directe? Non, mais ce qu'on voit, c'est que chez les plus jeunes, des fois, ils sont un peu plus méfiants, les plus jeunes. Là, mais ça, moi, je pense que c'est un phénomène naturel. Quand j'étais dans la presse écrite là, il y avait les études de lectorat, les readership, comme on voit aux États-Unis. Et c'est assez clair que les jeunes, 18, 25, 26 ans, ils lisaient pas. Il n'y a pas de quotidien chez eux. Ils lisaient pas beaucoup. Bon, c'est sûr qu'ils étaient souvent exposés contre leur gré à des... Même avant Internet, là, on parle. OK, on parle vraiment, oui. Mais quand ils commençaient à être en couple, avoir des enfants, payer des taxes, des jobs, là, ils disaient, là, ils commençaient plus à s'intéresser à la chose publique. Peut-être qu'on va revivre ça d'une part. Deuxièmement, c'est vrai que autrefois, les gens maugréaient dans leur salon, puis à l'usine. Moi, j'ai travaillé dans une usine, là, je me souviens pendant les breaks, là, les gars, ils parlaient toujours. L'éditorial du jour, là, il arrivait. Là. Il y avait une nouvelle la veille, puis ça parlait. Mais maintenant, c'est public, c'est diffusé. C'est sûr qu'il y a un effet de viral là-dedans, ça s'amplifie. Mais le fait que les gens ont toujours eu des critiques à faire sur les médias, c'est un fait, ça. Mais avant ça, il n'était pas exposé, il n'avait pas accès à l'espace public. On dit on a fait un lien, en tout cas, les médias aujourd'hui font un lien souvent entre les difficultés financières et la confiance érodée, mais on l'a prouvé, c'est pas vrai. Il y a une descente constante depuis 30-40 ans. La ministre du Patrimoine vient de le dire encore il y a 2 jours, elle a fait cette association-là, puis ça marche pas. Non seulement c'est trompeur, mais c'est illusoire. Je trouve que c'est faux, puis c'est illusoire. Ça induit les médias à dire, au fond, si ça va mal, c'est pas de votre faute. Non. Mais il y a un peu de leur faute, parce que si les gens font pas confiance, ils vont se détourner. Il y a un grand chercheur aux États-Unis qui s'appelle Philip Mayer. Il a fait un ouvrage qui s'appelle The Vanishing Paper, le journal qui disparaît. Puis lui, sa job, pendant des années, c'était de travailler pour... Night Raider, donc la grande chaîne de journaux. Là. Lui, c'est un scientifique qui mesurait la crédibilité et la confiance dans des marchés où les journaux étaient. Puis il se rendait compte que plus la crédibilité et la confiance étaient élevées, plus ce produit-là, qui est un quotidien, était intéressant pour les annonceurs. Il a fait les corrélations. Puis il y avait un lien direct. Oui, fait que lui, il a fait ça. Donc, il y a un lien à faire. Il n'est pas... C'est pas monstrueux, là, mais ça aide. S'il y a moins de confiance, moins de crédibilité, ça nuit. Et ça va nuire parce que les médias demandent des aides publiques maintenant. Ah ben oui. Autrefois, moi, je viens de l'époque. Pendant 100 ans, les journaux ont dit au gouvernement, mêlez-vous pas de nos affaires parce que si vous mêlez de nos affaires, vous allez nous influencer. Ouais. Et puis, ça, c'est le paradigme. Là, aujourd'hui, depuis 10 ans, ils disent, mêlez-vous donc de nos affaires. Voulez-vous nous donner de l'argent? Depuis un mois, juste prenons le cas de Québécois, on a eu TVA, faut sauver TVA, puis on a eu les journaux aussi parce que c'est difficile. Fait que finalement, c'est 2 grands axes. Mais avant d'aller là, parce que je veux qu'on parle des plateformes, parce que on peut se poser plein de questions. Moi, je me dis tout le temps, toutes les fois que des chaînes de journaux ferment, des revues physiques ferment, des journaux ferment, on a l'impression que c'est une autre mort, mais est-ce que les plateformes numériques viennent compenser vraiment? Je veux qu'on en parle tantôt, mais avant, je veux juste voir, est-ce qu'on ne serait pas dû avoir, parce que comme journaliste, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'ordre du métier? Là? Je sais qu'il y a le conseil de presse, je sais qu'il y a l'association, mais c'est pas ça. Là, je parle vraiment, c'est ça, je parle de quelque chose qui serait pas juste contraignant, mais qui aurait des balises respecté et respectable, je dirais. C'est parce que... Ça a-tu déjà été tenté d'abord? Ça a déjà été évoqué. Évoqué, OK. Au fond, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, quand ça a été créé dans les années 70, il y avait un petit peu cette idée-là de corporatisme. Okay. Dans le sens de créer une corporation. Mais on s'est rendu compte que, au fond, quand vous êtes médecin, avocat, vous avez un cursus scolaire très défini. En journalisme, on veut que tout le monde vienne de tous les horizons. Un bon journaliste comme Yves Boisvert, c'est un gars qui a un cours en droit. Ouais. D'autres en économie,
Gérald Filion, c'est un gars qui a fait de la littérature, c'est un poète, hein, voyez-vous. Si on contraignait notre ordre à être juste des gens qui ont fait le cours donné de journalisme et les 4 ans nécessaires, je comprends ce que vous voulez dire. On exclurait beaucoup trop de monde. Ça rend ça difficile. Puis on est dans un contexte de liberté d'expression où tout le monde peut prétendre être journaliste. Vous savez, en Occident, il y a un exemple d'un ordre professionnel des journalistes, c'est en Italie, c'est arrivé sous Mussolini. C'est pas tellement la meilleure référence qui puisse exister, mais il y a des voies alternatives. Par exemple, que des journalistes se donnent volontairement un statut professionnel. C'est-à-dire, moi, Marc-François Bernier, je suis membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Je signe mon texte Marc-François Bernier, membre FPGQ. Là, je me suis donné, j'adhérais à un statut professionnel volontairement. Les gens de la radio, d'autres ne sont pas obligés de le faire. Mais ceux qui veulent le faire, le font. Sauf qu'en maintenant, sont soumis à un code de déontologie strict. Et c'est plus le conseil de presse qui s'occupe de ça. C'est un tribunal déontologique. Parce que le conseil de presse, on sait, en tout cas, je le dis à vos auditeurs s'ils ne le savent pas, ça marche pas. Ça marche pas. C'est une bonne idée qui ne marche pas. C'est pas des grandes dents, hein? Ça n'a pas de dents, puis ça n'a pas de financement. Puis le financement, quand les membres, les médias membres ne sont pas contents, ils menacent de se retirer. Donc, oui. Et puis, l'ex-président du conseil de presse, Raymond Corriveau, vient d'écrire un livre, justement, où il documente tout ça. Lui, il était à l'intérieur. Mm-hmm. Il l'a vu, mais ça fait longtemps qu'on sait que le conseil de presse va modifier ses procédures, par exemple. Il va peut-être être plus slack pour certaines vedettes, puis moins pour d'autres. Vous savez. Oui, ça arrive. Ça peut, oui. Donc, le conseil de presse, pour moi, c'est une bonne idée qui ne marche pas. OK. On va un autre grand thème, l'opinion, parce que ça cartonne, comme dirait l'autre. Mm-hmm. Autant à la radio, à la télé, une petite gorgée. Je vous offre un petit menu bleu, une petite canisse de menu bleu. C'est à cause de la neige matinale. Et voilà. Donc, autant à la radio, à la télé que dans les journaux, premier constat, c'est que ça coûte moins cher, puis c'est moins fastidieux, c'est moins compliqué. Mais est-ce que c'est inévitable maintenant à cause des enjeux monétaires? L'opinion? Ça coûte pas cher, puis ça rapporte beaucoup, puis ça prend beaucoup de place. Mm-hmm. Dans l'enquête que j'ai faite... distingue? Est-ce qu'on pourrait ajouter ça distingue? Oui. Si j'ai, mettons, un Martineau, ben la presse l'a pas. La presse se boit vert. Ouais, ça fait partie de la facture, j'allais dire facture idéologique ou du journal, ce qu'on appelle la facture éditoriale, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça fait partie de ça. C'est vrai que ça distingue. Dans un marché de liberté de presse, c'est bien qu'il y ait plusieurs opinions. Ce qu'on voit dans certaines enquêtes, c'est que les gens trouvent qu'il y en a trop d'opinions, puis ça... Le journaliste d'opinion, parce que c'est des journalistes pareils, hein, ils font du journalisme d'opinion. Mm-hmm. Ben, à un moment donné, les gens confondent avec le journaliste d'information. Puis ils disent, il est biaisé. Oui, ben c'est sûr, il donne son opinion, c'est sûr, il est biaisé, il est là pour donner son opinion. Oui. Sauf que c'est sûr qu'il y a une éducation aux médias à faire, dès comprendre, distinguer le chroniqueur, la critique, le journaliste d'enquête, l'éditorial, de moins en moins. Mais quand même, même moi, mes étudiants, ils ne savent pas la différence au début, là. Il faut que je leur fasse l'école, c'est le cas de dire. Alors, les gens qui sont même pas, veulent même pas devenir journalistes, ils font cette confusion-là. Donc, moi, je pense que ça nuit aussi, mais ça nuit parce que les gens, d'un côté, ignorent un peu le métier. Il y a deux formes de méfiance. Hein? Ouais. La méfiance qui est basée sur l'ignorance du métier, puis il y a une méfiance éclairée. Il y a plein de gens qui connaissent très bien les médias, qui les côtoient tous les jours, qui sont journalistes, et qui se méfient aussi des médias. Donc, il y a une méfiance éclairée chez des gens qui connaissent les rouages de l'information et chez ceux qui ne le connaissent pas. Je me rappelle d'avoir parlé avec Marie-France Bazot, qui, elle, se questionnait sur la présence de l'humour de plus en plus grande. Donc, et l'opinion et l'humour disant la même chose, c'est-à-dire que c'est un petit sideline, c'est des gens qui ont d'autres jobs, donc ça coûte moins cher. Ils viennent apporter une couleur et souvent, ça cartonne là aussi, c'est-à-dire que ça a un certain impact. À la radio, on l'a vu beaucoup, à Montréal, maintenant à Québec. Donc, des gens de métier, il y en a beaucoup moins. Mais si on prend un peu ce que vous avez dit, Marc-François, quelqu'un qui est capable de parler, capable de s'exprimer, de donner son opinion, on ne peut pas l'empêcher de le faire, c'est pas ça. Non, on ne peut pas l'empêcher. Est-ce qu'à la base, on peut se dire quand même que le métier s'étiole par moment, la qualité de ce qu'on livre? Si on fait une analyse strictement économique, hein, on va le faire, la rationalité économique, là, on va dire que c'est avantageux pour les médias, mais pour les journalistes qui veulent en faire un métier, qui attendent, là, qui sont dans les coulisses, c'est pas avantageux parce qu'il y a plein de gens qui viennent chercher un petit $100, $200, puis qui s'en vont. Un petit cachet, qui bouchent les trous, là. Ils bouchent les trous qui, s'ils n'étaient pas là, mais les médias seraient obligés d'embaucher. Le remplacement qui nous permet d'entrer, là, dans le journal, à la radio, la fin de semaine, l'été, c'est vrai.
Donc, de façon je comprends. strictement économique, la tarte, là, est accaparée par des gens qui ont d'autres moyens de subsistance. Puis, ceux qui voudraient faire ça à temps plein, ben, ils en souffrent un peu. Puis, leurs conditions de travail, les journalistes pigistes, les indépendants, ils font pas des... Les feuillets, le tarif du feuillet n'a pas changé depuis 15-20 ans, quasiment. OK. C'est pas facile pour eux. Fait qu'eux autres aussi sont obligés de faire des petits jobs de communication puis de relations publiques, souvent. C'est terrible, là. On peut pas y blâmer, mais c'est Non. exact. Puis en plus, comme employeur, si tu vas chercher quelqu'un qui vient faire ça juste pour arrondir les fins de mois ou un humoriste ou un autre, t'as pas à signer un contrat de 5 ans, t'as pas à donner des avantages sociaux. Non. Il vient, puis après ça, tu peux te rappeler quand Le même matin, tu peux dire, ben là, c'était le fun, c'est comme une aventure, on s'en va. Est-ce qu'il y a une paresse qui s'est installée dans les médias? Ben, je pense qu'il y en a toujours eu une paresse dans les médias. Si on lit tous les ouvrages sur les journalistes depuis 100 ans... Moi, les gens devraient lire Les Illusions perdues de Balzac puis les journalistes de Balzac parce qu'il y a des choses qui ressemblent à... On pourrait transposer aujourd'hui. Hein? Pas tout, mais c'est tellement fascinant. Il y a tellement de choses intéressantes dans ça. C'est un fin observateur de son temps, Balzac. Donc, oui, il y a toujours eu la paresse. Il y a toujours un peu, je dirais pas de la corruption, mais de l'intéressement économique. Hein? Donc, il y en a toujours eu. Aujourd'hui, je pense que on la voit, elle est plus dénoncée, sur les médias sociaux notamment. En même temps, je dirais que professionnellement, les journalistes, moi, je suis de l'école qui dit qu'ils sont meilleurs qu'avant. Ils sont plus professionnels, ils vérifient plus. Les journalistes d'enquête, aujourd'hui, le journalisme d'enquête est bien meilleur qu'autrefois. D'abord, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est le fun d'entendre ça parce qu'on a l'impression que dans la vague, dans le tourment, on embarque tout le monde dans le même bateau en disant on s'en va dans le drain. Il faut pas avoir ce défaitisme-là. Moi, je regarde j'ai travaillé comme journaliste, puis j'en voyais d'excellents, j'en voyais des moins bons. Puis ça fait 25-30 ans de ça, puis il y en a encore de ça. Mais je pense que compte tenu de la professionnalisation des journalistes, des meilleures formations universitaires, je pense que la crainte de poursuite en diffamation a aussi incité les médias à être plus méticuleux. Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'ai commencé, j'étais journaliste, puis je commençais à m'intéresser à l'éthique, la déontologie. Début des années 90, on me traitait de pelleteur de nuages. Bon. Parce que, c'est des affaires. Sauf qu'à partir de 94, les tribunaux civils au Québec, sur la demande de Radio-Canada pour se défendre d'une poursuite, ils ont dit, OK, maintenant, on va regarder, ça se peut, vous avez droit à l'erreur, mais vous n'avez pas le droit à la faute. Vous avez des obligations de moyens, vous n'avez pas des obligations de résultats. Alors, parce que Radio-Canada s'est défendu dans une poursuite, et il l'a gagné, mais c'est devenu la nouvelle doctrine juridique. Okay. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les journalistes, si jamais sont poursuivis en diffamation, ils doivent prouver qu'ils ont fait une démarche qui respecte les règles déontologiques. Okay. Donc, c'est plus du pelletage de nuages, parce que s'ils ne le font pas, ça peut leur coûter 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions. On va reconnaître une erreur si, j'allais dire de bonne foi, si les règles ont été respectées. C'est ça, même si elles ont... C'est ça, exactement. C'est comme, tant que c'est pas de la négligence, parfois, vous pouvez avoir des sources là, super fiables qui vous ont menti. Puis vous avez beau avoir vérifié, ils vous ont menti, puis aussi vous en rendez compte, vous corrigez l'erreur promptement, ça aide. Là, Alors ça, là, moi, je pense que ces jugements-là, je me souviens très bien d'un jugement qui avait scandalisé la profession, c'est le jugement de Gilles Néron contre Radio-Canada en 2000. J'étais expert dans ça, c'était mon premier rapport d'expertise. 2 millions de dollars, tout ça avec les intérêts complets. Puis là, ça avait scandalisé. Puis je me souviens très bien de patron de presse qui était venu à la fédération, au congrès annuel de la FGQ, qui disait « Bon, on n'aime pas ça, mais c'est très bon pour qu'on s'améliore. » Fait que, vous savez, ça a un côté, du coup, on reçoit une tape ses mains, on n'aime pas ça. Mais en même temps, ça oblige les médias à être plus méticuleux, à prendre plus au sérieux la question de l'équité, par exemple. Est-ce que j'ai vraiment accordé à l'autre personne le droit de répliquer, de répondre? Est-ce que je l'ai filmé à son insu pour rien? Est-ce que je l'ai espionné? Est-ce que j'ai eu des procédés clandestins? Est-ce que j'ai mis la caméra d'en face pour rien? Est-ce que j'ai vérifié l'information? Ben, c'est des choses qui sont dans les guides des codes depuis 100 ans, mais là, ça a un poids matériel. Sur la qualité, je reviens 2 petites secondes sur quelque chose qui est l'audio puis le vidéo, mais l'audio essentiellement. Je pense que ça prend pas un talent démesuré pour remarquer que ce qui était intolérable il y a 20 ans, parce que je suis d'accord avec vous, je trouve ça intéressant de voir le lien entre les journalistes en devenir actuels et les anciens, où on en connaît plusieurs là, qui tournaient coin rond. Là. Fait que de dire qu'aujourd'hui, il y a une meilleure préparation puis une meilleure conscientisation, je suis bien d'accord avec ça. Mais à l'audio, on a quand même
on tolère maintenant, même à Radio-Canada, au Téléjournal à Québec, je l'écoute régulièrement avec Bruno Savard et les autres, des journalistes qui font des erreurs remarquables, mais qui n'auraient jamais été tolérées avant quand il y avait l'ombudsman, quand il y avait il y avait l'obligation d'avoir des séminaires pour bien maîtriser le français. Mais l'oralité, me semble, tu sais, des cancons, ça là, non, mais c'est partout, là. Ce que je veux dire, c'est qu'on tolère ça. Puis moi, ça me fait un peu de peine parce que je me dis, c'est un beau legs de nous avoir montré à parler le français, puis ceux qui l'ont fait, puis qui ont cogné sur le clou avec leurs enfants, remarquent à quel point on garde ça après ça comme fierté. Oui. Hein? Mais moi, j'ai toujours pensé que le journaliste à l'oral devait être un peu meilleur que le public en général, devait être capable de maîtriser son... Et ça me fait de la peine. Ben, je pense que les journalistes, d'une certaine façon, sont des professionnels exemplaires. T'sais, au fond, ils donnent l'exemplarité. Mais c'est pas ça qu'on entend toujours. Non, on n'entend pas beaucoup. Puis c'est vrai, moi aussi, j'ai observé, puis même à Radio-Canada, parce que j'ai toujours écouté beaucoup Radio-Canada, parce que je me déplaçais, puis les fréquences nous suivent souvent. Des fois, les oreilles doivent osciller. Hein? Et par intérêt aussi, il faut dire, par intérêt aussi, parce que la radio, surtout la radio de Radio-Canada, où il n'y a pas de publicité, il y a des reportages sont longs, c'est intéressant. Ils ont des moyens, ben oui. Ils ont des moyens, puis ils n'ont pas de publicité, donc ils ont le temps, puis ils ne sont pas contraints de faire du sensationnalisme. Vous savez, la publicité, ça joue beaucoup, les études le montrent beaucoup. Mais c'est vrai que moi aussi, je l'écoute, puis ils ont toujours eu une sorte de police linguistique à l'intérieur, mais aussi l'encadrement. Ça vient de l'encadrement, ça. Ouais. Je comprends que quand on est jeune, peut-être qu'on rentre dans un média audiovisuel, même écrit à cette heure, parce qu'ils font de l'audio, avec des imperfections, des choses à corriger, c'est normal. Ben oui. On apprend, c'est un métier où on apprend tous les jours, mais ça prend un encadrement aussi. Ça prend des patrons qui disent ça, c'est important. C'est important que tu le dises comme il faut, que tu fasses pas des cancons, puis ça n'a pas d'allure, puis canton. Tu sais, ou sans amis, tu sais, il y a eu 100 amis au lieu de 100 amis. J'ai entendu trop important cette semaine, c'est beaucoup trop important. C'est ça. Ça cille un peu à l'oreille, mais je trouve qu'en ne disant rien, puis je me demande s'ils sont réécoutés, parce que moi, quand j'étais même à mes débuts de radio commerciale, Marc-François, j'étais tenu d'arriver avec mes bobines puis de l'écouter avec le patron. Presque sûr que ça se fait plus. C'est possible. Tu sais, je pense que peut-être que quand ils ont un moment où ils arrivent, là, ils ont un stage. Au début, peut-être, oui, c'est ça. Mais c'est vrai, mais moi, je pense que ça peut... ça aide pas l'image de la profession. C'est ça. Ça aide pas, mais en même temps... tout le niveau langage a beaucoup évolué. Oui, je comprends. Et on sacre à la télévision comme on n'a jamais sacré. Oui, c'est vrai. Il y a un relâchement qui fait partie des mœurs. Là. Bon, puis par moment, quand tu vas dire à quelqu'un qui a fait des erreurs demain, il va dire, t'as-tu compris ce que je voulais dire? Bon, sac-moi patience. Fait que finalement, l'argumentaire va pas très loin. Autre grand thème, je voudrais qu'on regarde ensemble les grands joueurs. Les grands joueurs, je parle ici avec des moyens presque infinis, les Google, Apple et autres géants. J'en parle parce que récemment, dans l'actualité, M. Pellado a dit, écoutez, ces gens-là viennent nous voler, et Radio-Canada aussi, fait que finalement, c'est une victime all the way, là, pour le dire en bon québécois. Mais avec ces forces-là démesurées, entre autres dans le monde du sport, c'est là où ça paraît le plus. Là. J'ai des collègues qui sont dans le monde du sport, puis eux autres me disaient, et Luc Dupont, que tu connais bien, professeur de marketing, disait, très prochainement, si on n'est pas déjà là, les droits pour les diffusions de sport internationaux sont tellement élevés que ça va être les Amazon, les Google, c'est déjà commencé, sur les Ligues d'Europe, Apple qui vont acheter les droits, ce qui fait que les ESPN, tels qu'on les connaît, TSN, tout ça, leur rôle va changer et plusieurs vont disparaître. C'est ça qu'on voit. Donc, dans le fond, ces moyens-là qui sont très grands peuvent apeurer parce que nos médias à nous, ça n'a rien à voir. Là. C'est des milliards contre des millions. Ce sont des acteurs minuscules. Ben oui, c'est ça. Puissants, moyens. Il y a quelques années, j'ai deux collègues, Waddell puis Taras, deux chercheurs anglophones, ils ont écrit un livre, c'est écrit « The End of CBC ». Est-ce la fin de CBC? Parce qu'ils disaient... Ils se posaient cette question-là. CBC n'aura pas les moyens de faire des grandes séries qui vont concurrencer celles d'Amazon, de Netflix, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire? Ben, tout le côté un peu divertissant, tout ce qui... Ben, ils vont peut-être être obligés de se recentrer sur une mission d'information, d'affaires publiques, de culture. Des choses générale. Plus locales, plus régionales. Puis c'est ça, un mandat canadien, tout ça. Puis pas essayer de se battre contre les monstres, ces bêtes-là. Et peut-être qu'on va avoir la même chose au Québec aussi, parce qu'à un moment donné... Il y a la langue qui est un rempart pour l'instant. Ça aide. Elle est de moins en moins parce que la culture anglo-saxonne est très prégnante, c'est des nouvelles générations. C'est avantageux parce que c'est le fun, ça ouvre sur le monde. Mais en même temps,
ça ouvre sur un monde qui est fermé sur lui-même. La langue anglaise, elle est fermée sur elle-même. Ah oui. Ils connaissent pas les auteurs francophones, les chanteurs francophones. Alors, c'est une langue internationale, mais les cultures sont beaucoup fermées sur elles-mêmes. Ce qui est un peu triste d'une certaine façon aussi. Alors oui, c'est très inquiétant. Moi, c'est pas mon champ d'expertise. Non, je comprends, là, mais ça fait partie de l'analyse de l'économie politique des médias. Bon, ben s'il n'y a pas d'argent, c'est faut le dire, là, l'argent, c'est le nerf du jeu, le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'argent, puis avec toutes les bonnes intentions, c'est vrai que Québécois a des moyens grâce à la câble-distribution et à la téléphonie. Oui. Mais on ne sait pas s'il va arriver un jour. Vidéotron, oui, on a moins peur de Vidéotron que TVA. C'est ça, oui. Ben, il va peut-être avoir une nouvelle technologie qui va rendre ça obsolète dans quelques années, on ne sait pas, là. Donc, même chose du côté de Radio-Canada. Ils ne pourront pas, même avec les moyens importants qu'ils ont, ils ne pourront pas faire des séries, à moins qu'ils réussissent à faire quelque chose qu'ils peuvent vendre ailleurs et faire des profits, rentabiliser, monétiser leurs produits. Mais c'est inquiétant parce qu'effectivement, on s'en va vers une sorte de... On revient des oligopoles qu'on a eu au début de la radiodiffusion, aux États-Unis notamment. Aux États-Unis, il y avait 2 grands diffuseurs, puis ils ont obligé de se splitter en 3. Donc, c'est pour ça qu'il y a NBC, CBS, puis ABC, parce qu'il y en avait juste 2 au début. Mais il y avait trop de concentration. Il y a la Chambre, la Maison-Blanche, le Congrès, ils ont obligé à se splitter en bon français. Et quand je parlais à Luc Dupont de ça, du phénomène, il disait c'est que les télévisions ou les radios ont des cadres ici qui sont différents. Oui, il y a la langue, mais l'argent, c'est fondamental là-dedans. C'est que eux autres vont espérer avoir des... Puis qu'est-ce qui va assurer d'avoir de l'écoute, c'est d'avoir un moment live que tu veux pas... Exemple, un match de finale de Coupe... à l'extrême, finale de Coupe Stanley canadien. Non, pas cette année. Non, pas cette année, c'est ça. J'ai fait par exprès de prendre ça, mais ça amène tout le monde au-delà de l'intérêt du sport, c'est l'événement. Puis on a tout compris ça. Ça crée un moment. Mais ou le bye-bye, ou prenons d'autres exemples, mais qui coûtent très cher à produire parce que c'est des grands moyens, c'est des moments, des invités. On comprend des gros shows comme les Français en font encore, mais qui coûtent les yeux de la tête. Fait que tu te dis, tu pourras pas vivre que de ça. Fait que finalement, bon, oui, l'argent est un élément majeur. Puis en plus, la multiplicité de l'offre. Je regarde mes enfants. Moi, j'ai 3 gars, 32 ans, 30 et 21. Puis je dis, même pas la blague. Moi, j'ai passé 40 ans à la radio. Ils écoutent jamais la radio. Ça, tu écoutes du podcast, ils écoutent Spotify. Ils écoutent la nouvelle radio. Ah, puis exactement, ils vont chercher à chaque seconde. Moi, je leur rappelle, pour les faire rire, que quand j'étais jeune, on se mettait 3-4, on disait on appelle toute la journée à CFLS à Québec pour avoir notre tune de Donna Summer, puis quand il a joué, on était content. Aujourd'hui, tu peux tout entendre ce que tu veux. Fait que on sait qu'on est ailleurs. Fait que tout ça, la multiplicité de l'offre, puis l'élargissement, l'ouverture vers l'anglais de presque tous les enfants de 30 ans et moins, pour qui ils font comme les Français, ils mettent autant d'anglais que français dans leur texto. Mais ça, c'est un autre problème. Sauf que ça fait que la relève, tu comprends que là, moi, si j'étais télédiffuseur, radiodiffuseur, je me dirais, OK, là, je travaille avec les 30-35 ans et plus, mais la relève est moins là. Oui, c'est inquiétant, faut regarder, mais quand même, moi, cet aspect-là de comment dire, l'économie générale des médias, là, c'est très inquiétant. Très inquiétant parce qu'on a créé un système, on peut le contester, mais le système de réglementation était exigeant, était contraignant. Mais il a sauvé, en tout cas surtout au Canada anglais, il a sauvé parce que les autres, ils voulaient se défendre, se battre contre les États-Unis. Avec la même langue, c'était facile pour le... Mais ça a créé une culture québécoise, ça a créé un écosystème, un star system aussi. Pensez toutes les années 70-80 avec les grandes vedettes, là, puis Guy Latraverse est décédé récemment, mais ils ont créé un star system québécois dont profitent tous les jeunes en ce moment. Mais est-ce que ça va durer? C'est ça. Ça, c'est la grande question. Parce que même nos meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes ne sont pas diffusés sur les réseaux anglophones. Non. Ils sont fermés sur eux-mêmes, les réseaux anglophones. Dernier grand point, on va parler on dit toujours le dernier, ça ne l'est jamais, surtout en podcast, on est comme au baseball, on n'a pas d'horloge. Je veux qu'on raconte un peu Pierre Follia et Jean-Pierre Ferland. La première question, parce que j'ai l'impression qu'on voue une admiration qui est bien partagée par plusieurs journalistes et autres intéressés. Est-ce que Pierre Follia a été le plus grand journaliste du Québec? C'est difficile de mesurer ça de même, mais je pense que dans les 50-60 dernières années, il a été le plus influent, celui qui a eu le plus de notoriété, qui a eu le plus... D'impact aussi? D'impact, dans le sens que tout le monde, les jeunes, pendant 2-3 générations, ils voulaient tous être des Follia. Et puis, ça n'a pas
C'est difficile, là. Donc, ça a-tu été le premier blogueur, ça? Moi, dans le livre que j'ai consacré, oui. Parce que déjà, c'est la question que j'avais posée. Il interagissait avec sa chronique du genou. Qui se moquait de la chronique du cœur, hein, des courriers du cœur. Lui, c'est le courrier du genou. C'est le courrier du genou. C'est du Folia, ça. Et puis, oui, il parlait, il tutoyait son public. Mais il les envoyait promener, oui. Mais tout à fait, il était blogueur avant le terme. Il était dans l'interaction avec ses publics, avec son public, ses lecteurs. Et puis, les lecteurs, on disait qu'il aimait ça se faire baroter par lui, se faire créer des bêtises par lui. Parce qu'au fond, quand il dit « vous êtes des imbéciles », c'est toujours notre voisin qui parle. Ah oui. Alors, est-ce que c'est son talent qui a donné autant de liberté? Parce qu'il y en a eu de la liberté, là. Puis c'était à l'époque aussi. C'était à l'époque. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Un peu moins coincé dans... Oui. D'abord, il est arrivé de France. C'est un Italien. Il est arrivé de France, avec une autre culture. Et puis, il est arrivé dans un Québec qui est encore coincé par la religion et tout ça, en 63. Ouais. Donc, il a fait partie, il a connu cette émergence-là de la révolution tranquille, la révolution culturelle, la révolution sexuelle aussi, tout ça là, qui est arrivé en même temps. Et puis, oui, il a décoincé beaucoup de Québécois, puis avec son franc-parler, il a fait friser les cheveux à bien des gens. Dès ses premières chroniques, il était dans un petit journal à Québec, à Sherbrooke. L'évêque en chair s'est adressé de l'attaquer en chair. Donc, oui, mais il y avait son style. Il y a quelque chose qui le distingue de pas mal tout le monde. Il y avait du style et il y avait du propos. Il était éclectique. Ce que je vois beaucoup certains chroniqueurs au Québec, c'est qu'ils sont un peu monomaniaques. Ils ont 3-4 sujets, là, puis ils reviennent constamment là-dessus. Parce que lui, il était très éclectique. Il pouvait parler d'athlétisme, de sport, de vélo, de littérature, de chat, de politique, oui, de chat. Il fait parler de littérature aussi, c'est rare. Là, puis quand il écrivait un texte sur un livre, le livre se vendait. Là, il y avait toute une gang qui suivait. Une des choses que j'ai aimées du livre, je pense que c'est ça qui est mentionné, quand la presse envoyait en envoyé spécial Pierre Folia, un grand événement comme c'était tout sauf spécial. Mais c'est lui, il en dire, moi je suis envoyé, mais j'ai rien de spécial à écrire. Ça, puis il dit, moi, j'ai rien matin, puis là, il faisait évidemment une page au complet. Il était le journaliste des choses quotidiennes. Il cherchait pas le grand scoop. Il cherchait. En fait, il se posait toujours un petit peu en contrepoint. En musique, il y a un contrepoint. Il était là. Il regardait tout ce qui se passait dans l'actualité, puis il disait bon, je vais dire d'autres choses. Moi, je vais vous raconter d'autres choses, ou je vais dire ce que ma chatte a raconté à ce sujet-là, mais il disait toujours quelque chose de lui aussi là-dedans. Et puis quand il faisait les Tours de France, il parlait un peu des cyclistes, il parlait sur du village. Le fromage qu'il a mangé, il pouvait faire 40... On savait pas bien qui est arrivé le premier la veille. De temps en temps, on savait. Mais il parlait des citoyens, des gens autour. Puis c'est vrai que là-dessus, moi, je pense qu'il était très influent, mais je pense qu'il était aussi le journaliste le plus éclectique. Mais ça, c'était important. Il y avait de la culture, il y avait du métier. Il y avait un bagou aussi. Il était capable. Puis, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Il se ferait ramasser, il se ferait dénoncer, canceller à tous les jours. Oui, bien, surtout dans la société. Mais moi, question de curiosité, est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as demandé la permission? Est-ce que tu as dit? Parce que dans le fond, c'est plus un regard sur ce qu'il a écrit, ce qu'il a été, que sa vie personnelle. J'allais dire, en l'ayant lu beaucoup, on en connaît quand même pas. Oui. Mais ça a été quoi la rencontre? Moi, ça faisait des années que je pensais faire ça d'abord. Hein? Par intérêt pour l'homme? Oui. Comme professeur de journalisme, tout ça, c'est ma job. Je l'ai rencontré une fois. Parce que j'ai fait une entrevue une fois avec lui, parce que j'ai d'abord commencé, j'ai lu ces 4300 chroniques. Je les ai classées par des thèmes, tout ça. J'en ai sorti des choses. Puis à un moment donné, de temps en temps, j'avais des questions. Je mettais ça de côté. Mais une chronique plus tard, ou 10, 20 plus tard, ça répondait. À la fin, il me restait 7-8 questions. Alors, on s'est rencontrés à Cowansville, dans une pâtisserie. Et puis, on a échangé pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais au fond, j'ai pas besoin de demander la permission. Tout son contenu était public. OK. Puis il m'a dit, moi, j'ai pas parlé, j'ai pas écrit. On n'est pas des amis, hein, on s'est rencontrés une fois. On s'est échangé 3-4 courriels. Est-ce qu'il savait que t'allais écrire? Oui, à ce moment-là, oui. C'était connu pour lui. Puis il trouvait pas il se demandait quel intérêt ça avait, mais ça, c'est de la fausse modestie, peut-être. Là. Puis après ça, j'ai échangé quelques courriels avec pour avoir des précisions. Et puis, quand le livre est sorti, peut-être même à ce moment-là, j'ai dit, je vais aller vous en porter un. Il dit non, moi, mes livres, quand j'ai vu, je vais les acheter moi-même. Ça, c'est correct, pas de souci, parce qu'on reste dans le même coin. Hein, OK, quand même. Et puis... Est-ce qu'il est allé à votre connaissance? Non. Ben, à ma connaissance, la dernière fois que je l'ai entendu parler, il y a plus d'1 an, il ne l'avait pas lu, le livre.
Comme tu disais, ma vie, je la connais, j'ai pas besoin de la relire. C'est peut-être pas vrai non plus. Peut-être que sa fiancée l'a lu, puis elle lui a tout raconté aussi. Puis c'est pas grave. Moi, je l'écrivais pas pour lui. Hein. Je l'écrivais parce que je trouve que c'est un... D'abord, il est fascinant. Fascinant comme personnage. Ses thématiques, son éthique du travail aussi. C'est un gars qui travaillait fort. Puis moi, ce que j'aimais avec lui, c'est qu'il s'est construit lui-même. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'instruction. Famille très pauvre. Famille très, très, très pauvre. Il dit, je viens du Moyen-Âge, pas l'eau courante dans la maison, terre battue. Ça vient de loin. Là, il partait de la grande pauvreté. Il s'est construit lui-même. Ça, j'aime ça. Parce qu'il est arrivé ici, métier de typographe, il a fini peut-être une 8e année B, 9e année B. Mais qui n'a jamais renié. Il a toujours adoré ce métier-là. C'est incroyable, la passion. Et c'est quand le métier a disparu à cause des presses offset de l'informatique, qui a eu la chance de rentrer dans un journal, commencer à écrire, puis progressivement, il est devenu journaliste à la presse. Est-ce que le genre de travail que tu as fait en lisant toutes ces chroniques t'a permis assez rapidement de saisir les contradictions? Oui. Puis, au fond, c'est ça. Puis en même temps, ça faisait son charme aussi. Là. Ben oui, puis c'est la différence entre un chroniqueur ou un journaliste, là, puis un grand philosophe qui a un système idéologique très cohérent, là où dès le début, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de contradiction logique dans le discours. Ben, le chroniqueur, c'est sans doute la partie la plus littéraire du journalisme. Hein. Donc, c'est comme des artistes, on doit se contredire. Puis, mais sur certains points, il n'a pas changé d'idée. Sur l'éthique du travail, l'éthique, si tu veux arriver à quelque chose, bosse, puis arrête de te plaindre. Puis, ça, là-dessus, il était constant. Certaines choses sur lesquelles il était constant. L'éthique du sport, hein, souffrir pour arriver à quelque chose. Mais après ça, oui, il y avait des contradictions dans le temps. Écoutez, ces 4300 chroniques-là, ça quand même, ça s'est réparti sur 40 ans, là. Ouais. On n'est pas le même homme à 75 ans, on peut changer d'idée. C'est pas juste être bébête, là, on peut évoluer. Tout à fait. On a dit, mais moi j'ai remarqué, à l'époque, on a dit de Victor Hugo qu'il pouvait écrire, qu'il faisait beau aujourd'hui, puis mettre 7 pages à décrire avec précision chacun des éléments, donc les grands écrivains. Puis moi, je trouvais que Follia avait ce talent-là de prendre, quand il y avait, mettons, en marge du Tour cycliste, Tour de France, un petit fromage dans tel village, puis partir de ça. Et souvent, commencer sa chronique, j'ai rien trouvé, j'ai rien à écrire, puis là, il partait là-dessus. Ouais. Puis c'est comme un attrait, hein, tu dis, il n'y a rien, mais on connaît Follia, il va y avoir de quoi, là. Fait qu'il y a, ce côté... C'est ce rien-là qui va être beaucoup, finalement. Puis Follia, ce qui l'a sauvé, en fait, ce qui était sauvé davantage, c'est qu'il ne s'est pas dispersé non plus. Il était juste à la presse, 3 chroniques semaine, puis quand il n'était pas capable, il y en avait 2. Ouais, puis que le journal vendait moins, ça, c'est vrai? C'est connu, reconnu. Je me souviens très bien que grand patron de la presse l'avait dit au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes, mais aussi dans des entrevues qui ont été données dans le temps, à l'époque. Oui, lui, le samedi, il faisait vendre. Quand il était là, le tirage montait. Quand il n'était pas là, les gens, parce qu'il n'était pas annoncé en page une, à l'époque, les gens achetaient beaucoup rempli, un kiosque aussi. Hein, oui. Quand il était là, il y avait une image dans le pli supérieur de la presse là, qui disait « oui, il est là ». Mais effectivement, lui, ça paraissait beaucoup quand il n'était pas là. Et puis, ce que j'allais dire, c'est que ce qui était sa force, c'est qu'il n'a pas commencé à aller faire la radio, aller faire la télévision, aller sur toutes les tribunes pour se diluer. Lui, là, il y avait 3 chroniques par semaine. Puis, il dit, c'est ça ma job. Puis, Puis, il travaillait pour ses chroniques. Hein? Ça s'écrivait pas en 2 heures. Là. C'était laborieux pour lui écrire. C'était de l'artisanat pour lui. Fait qu'il n'y avait pas des opinions minutes. Non. Et alors qu'aujourd'hui, les chroniqueurs ils sont pas à l'aise dans notre monde actuel. Ils sont partout. Ouais. Et puis, ils se diluent. Hein? C'est rapidement, ils ont tout dit ce qu'ils avaient à dire. Puis, ils répètent à la télévision ce qu'ils ont écrit le matin ou ce qu'ils ont dit à la radio. Un petit peu redondant. C'était pas son genre. Il faut dire que c'était pas quelqu'un qui était t'as pas porté vers les relations sociales trop. Et Marc-François, c'est curieux, mais j'ai l'impression qu'autant Follia que Jean-Pierre Ferland sont 2 solitaires, mais très heureux de l'être. Oui, en fait, Follia, il est un vrai solitaire. Jean-Pierre, c'est un solitaire qui aime bien le monde. Là, il est plus âgé. Non, mais parce qu'il était sur sa ferme tout ça. Oui. Moi, il me fait rire parce qu'il me fait penser à Plume Latraverse, qui a dit ma tournée d'adieu, je pense qu'elle a duré 25 ans. Puis Ferland, quand il a dit c'est fini, ça a été 10-12 ans encore après. Là. Oui, parce qu'il a quitté en 2008, puis je pense qu'il a fait des shows d'adieu. Oui, il a fait des grands shows d'adieu en 2008. Mais
en fait, quand j'ai fait la biographie de Jean-Pierre Ferland, ce qui m'intéressait, c'était aussi le fait que c'était un gars qui s'était construit lui-même. C'est un gars qui n'avait pas de culture. Il n'avait jamais eu de... Il connaissait pas la musique, il connaissait rien de ça. Il n'a pas fini son secondaire. Pas fini son secondaire, là, puis vraiment, il s'est fait lui-même, parce qu'il a eu la chance de travailler à Radio-Canada avec des gens très cultivés qui l'ont instruit. Des gens comme Raymond Lebrun, Richard Garneau, d'autres là, dont les noms m'échappent en ce moment, là, mais celui qui animait les Beaux Dimanches. Bergeron? Oui, Henri Bergeron. Henri Bergeron. Là, il était dans un environnement de gens intéressants, puis qui avaient une culture musicale. Ça l'intéressait, ils ont fait découvrir ça. Puis lui, pour se rendre intéressant, parce qu'il était un petit job, il s'occupait de faire les horaires de travail. Là. Pour se rendre intéressant avec ces annonceurs-là, il a commencé à faire des petites chansons pour les amuser, puis c'est comme ça qu'il s'est construit. C'est ce que j'aime de ces histoires-là. C'est pas des gens qui sont arrivés avec un héritage familial, au contraire. Puis le chemin est assez impressionnant. Est-ce que ça a été une demande parce que c'est une biographie autorisée? C'est une demande de lui ou comment ça s'est fait? Je suis allé faire une entrevue avec lui, c'est drôle, pour le journal, le magazine Le 30. Le magazine Le 30, c'est le magazine de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Puis à l'époque, on avait une rubrique, les médias vus par... Puis une fois, c'était Bernard Landry, une fois, c'était une personnalité publique. Puis j'avais dit, moi, j'étais sur le comité de rédaction, je disais, Ferland, il a pris sa retraite. Puis il a déjà écrit une chanson qui s'appelle Les journalistes, qui est très drôle, hein, qui est très humoristique, qui est très ironique. Et puis, ça serait intéressant que quelqu'un aille faire une entrevue avec lui. Fait qu'ils ont dit, Bernier, tu y vas. Mais moi, je connaissais tout son œuvre. Alors, je suis allé le voir. J'ai fait l'entrevue. Je ne l'avais jamais rencontré de ma vie. C'est pas mon domaine. Moi, je viens de la politique. Ben non, c'est ça. C'est pas mon monde. Puis là, son attaché de presse me rappelle 2 jours plus tard, il a bien aimé l'entrevue, tout ça. Puis moi, un petit peu fraudeur, je me suis dit, s'il veut, je vais faire sa biographie. Puis elle a dit, je reviens. Là, j'ai dit que dans quoi je me suis embarqué, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis là, elle dit, à quoi vous pensez? Que moi, je pense, tu sais, m'a raconté sa vie, mais en parallèle, je vais raconter comment le Québec a évolué aussi. Comment le Québec a changé, parce que lui, Ferland, il vient du Québec hyper catholique, straight, coincé. Puis, il a suivi l'évolution du Québec. 68, puis il a fallu les qu'il autres. s'adapte, parce que s'il ne s'était pas adapté, il serait resté un chansonnier. Quand il a fait Jaune, il a fallu qu'il s'adapte, il a changé. Mais quel album, hein? Il chante l'album précédent, il chante des chansons très franco-françaises, puis il nous arrive avec le chat du Café des artistes. Là, tu dis, wow, il vient de se passer quelque chose. Là. Puis c'est un grand album sur le plan musical aussi. Mes frères disaient, parce qu'on l'écoutait 1000 fois chez nous, là, on était une famille de 8, ils disaient, il en fume du bon, je ne sais pas c'est lequel, mais parce que c'était tellement pété, la boule de gomme. Puis tout, fait qu'on se disait, est-ce que cet élément-là... Oui, ça a joué beaucoup. C'est documenté. Oui, dans le livre, je le dis. Il le raconte toujours. Oui. Puis Robidoux, à l'époque, qui est décédé, m'avait confirmé ça en entrevue, que oui, c'était à Paris, il avait fait fumer Jean-Pierre, qui avait peur de ça. Puis il dit, Jean-Pierre, il dit, ça m'a rien fait. Il dit, je l'ai entendu toute la nuit marcher sur le plancher en haut, puis le lendemain est arrivé, puis il y avait ce texte-là, Le Petit Roi, qui raconte une mutation, transformation. Donc, ce que j'aimais dans Ferland, c'est ça, c'était pas une commande. C'était autorisé dans le sens qu'il acceptait mes entrevues, mais il n'a jamais touché un mot. Jamais. J'y ai fait lire le manuscrit, puis il n'était pas content des bouts, mais il n'y a rien. Il me laissait toute la liberté. Donc, il était autorisé... C'était prévu d'avance ou il aurait pu... Est-ce que tu aurais acquiescé s'il avait dit, ben ça, ce bout-là... C'était prévu d'avance qui touchait pas. Touchait à rien, OK. Moi, j'ai une belle confiance quand même. Oui, puis il ne me connaissait pas, là, ce gars-là. Moi, je connaissais, c'était qui? Lui, il ne me connaissait pas. Il a pris un risque. Il a parlé à des gens qui me connaissaient. C'est qui ce gars-là? C'est ça, c'est qui ce gars-là, comme dirait d'autres. Fait que c'était une belle aventure. Moi, ce milieu musical, artistique, c'est pas le mien, mais j'ai trouvé ça intéressant. Autant on a l'impression que, parce que c'est deux de qui on parle, que Folia est un bourru par moment, autant on a l'impression que Ferland est accueillant, chaleureux. Est-ce qu'on se trompe pas? Il est généreux, Jean-Pierre, il est accueillant. Bon, il y a ces moments où il est grognon comme tout le monde, parce que ces gens-là sont très anxieux. Hein. Folia, il est anxieux, ça je le sais parce qu'il l'a dit, puis parce que des gens m'en ont parlé, mais Ferland, un homme hyper anxieux, tu sais, qui veut durer, ni plus ni moins, puis c'est normal, parce que ce métier-là, c'est le métier où, du jour au lendemain, vous pouvez devenir un has-been, là. Alors, il est très anxieux, et puis, mais c'était vraiment agréable. Moi, je suis allé souvent chez lui. Je l'ai vouvoyé tout le temps, jusqu'à temps qu'on publie le livre en 2012. Et là, il dit, là, tu vas arrêter de me vouvoyer, tu vas me tutoyer. Fait que là, après ça, je me suis mis à le tutoyer, mais j'avais quand même un immense respect. Pour moi, c'est un géant de la chanson québécoise. Un gars qui a réussi à se renouveler. En 95, là, il y a peut-être, à ce moment-là, il y a
55, 60 ans, écoute pas ça, une chance comme ça. Ça veut dire qu'il a réussi à renaître 2-3 fois. Ça, c'est pas facile, parce que quand tu as un album comme Jaune, plusieurs n'arrivent pas à la hauteur de ça. Puis ça dépend, c'est quoi tes objectifs. Là. Si tu dis, moi, je veux juste... Parce que plusieurs ont été à cette... Puis comme il a traversé la période de Charlebois et les autres, fait que c'était majeur. Il l'a été dans des grands spectacles, là, mais il était pas si proche d'eux, de ce que je sais. Non, il était plus proche de Félix puis de Vigneault. Mais Charlebois puis Claude Léveillé, par exemple, il y a toujours une petite concurrence entre les trois. Là, puis c'est correct, il faut qu'il y ait ça, là, cette concurrence-là. Puis bon, mais c'est normal, qu'il y ait un petit peu de... On se challenge, c'est normal, comme dans le sport professionnel. Là. Mais on a beaucoup parlé de Ferland à cause des femmes, puis son rapport aux femmes, mais c'est lui qui en parlait beaucoup. Oui, puis... Félix, il a dit une fois, Ferland, il a sorti la femme de la cuisine pour l'emmener dans la chambre à coucher. Puis, au fond, il a déniaisé le Québec avec des chansons d'amour. Oui. Un peu comme René Claude l'a fait avec les femmes, elle a eu le guts de parler, ce soir, je fais l'amour avec toi. Nous autres aussi, les femmes, on a besoin d'avoir du plaisir. Puis on peut initier la chose. Oui, tout à fait. On peut prendre le contrôle de l'histoire. Puis Ferland, c'est ça, il a réussi à... Puis moi, je pense que pour des gars de mon âge, puis peut-être du tien aussi... Il nous a montré qu'on pouvait être tendre sans être féministe, sans être moment. Il a dit, on est capable d'avoir des paroles tendres, d'avoir... Romantique. Oui, sans être considéré comme... à l'époque, c'était Moumoun, et sans être féministe à l'époque aussi. Puis moi, je pense qu'il a inculqué... cette liberté-là de pouvoir être... C'est le fun de repenser à ça puis de pouvoir réécouter ça parce que le parallèle que je fais vite de même, c'est Yvon Deschamps. Ah oui. Parce qu'Yvon Deschamps, pour tous les humoristes, mais pour tous les gens de médias, c'est un homme qui maniait la parole puis c'était in your face, pas à peu près. Là. On parlait de Folia qui pouvait nous rentrer dedans puis nous traiter de tout et non. Puis souvent, c'était très valable. Là. C'est la même chose pour Deschamps. Content d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui, on comprend que... Ça serait plus compliqué, mettons. Ils s'adaptent à leur public. Oui. Puis, les publics dans certains cas, sont moins exigeants. Puis tout à l'heure, je voulais juste dire quelque chose concernant les journalistes. Oui. Si les gens ont moins de confiance aussi, c'est peut-être parce que les gens sont plus exigeants aussi. On est plus exigeants envers les policiers, envers les politiciens, envers tout le monde. Notre niveau d'exigence a monté pour tout le monde aussi. C'est vrai pour l'ensemble de la profession. Est-ce que tu as confiance quand même pour la suite des choses? J'ai aimé entendre parce que tu enseignes, puis tu parles, t'es encore dans la déontologie, dans le journalisme pur et impur, dans toutes ses formes, mais de voir que la relève est là, puis qu'elle est bien organisée, structurée, bien éduquée, c'est le fun. Je trouve ça encourageant. Moi, on fait de notre mieux pour les... Moi, ce que je déplace, c'est que souvent, ils arrivent puis ils s'informent pas. Ils sont pas informés. Alors qu'autrefois, on est obligé d'avoir un journal dans la classe. Hein? Ouais. Ça, il y a un travail à faire, puis il va falloir qu'ils le fassent sur le tas, parce que j'ai beau leur dire dans la salle de classe, ils ne croient pas. Mais quand ils arrivent dans des médias, là, ils l'apprennent assez vite. Là. Donc, ça, cet aspect-là, c'est l'aspect le plus difficile, de les intéresser à l'actualité locale. Tu sais, ce qui se passe à Ottawa, à Gatineau, si j'étais à Québec, c'est à Québec, alors que souvent, ce qui intéresse, c'est Taylor Swift ailleurs, puis si ou ça, parce que ça, c'est le côté. Puis nous, ce qu'on fait, puis je pense que d'autres le font aussi, mais ce qu'on a, ça, sur quoi on a insisté beaucoup depuis une dizaine d'années, c'est de leur donner des cours de méthode d'enquête scientifique. C'est-à-dire que quand ils vont interpréter des sondages, ils vont être capables de les interpréter comme il faut. Ça manquait beaucoup. Il y a une culture scientifique qui manque beaucoup dans l'histoire du journalisme. Il venait beaucoup de la littérature, du droit, mais du monde scientifique, par exemple, la biologie, le côté là, empirique, d'aller s'assurer qu'on fait une bonne démarche, ça manquait. Au fil des années, je ne veux pas te vieillir, mais est-ce que devant toi, dans les classes, tu as vu un mouvement, plus de femmes, plus d'hommes? Parce que presque partout, c'est presque invariable. En médecine, on le voit. Là. Mon fils étudie en médecine maintenant, puis c'est 150 étudiants, sa cohorte à lui. Là, il était rendu à la 3e année de médecine, mais c'est 150 étudiants, 138 femmes, puis 12 hommes. Ça, c'est la médecine. C'est pas partout pareil, mais on me dit que dans plusieurs autres pharmacies, dans plusieurs, c'est beaucoup les femmes qui font les études supérieures. Est-ce que vous voyez ça? Oui, tout à fait. Mais en communication, c'est depuis toujours, les femmes sont surnuméraires, sont tentées, ils sont en surnombre. Et puis même quand j'étais journaliste, quand je suis rentré au Journal du Québec, il y a beaucoup de gars, peu de femmes, il y en avait. Quand j'ai quitté en 2000, il y avait beaucoup de femmes, puis peu d'hommes. Fait que ça a changé tout. C'est pareil dans plein de professions. Dans vos classes, c'est ça aussi? Oui, dans mes classes, je dirais que c'est 80% de femmes, et certainement. Okay. Les classes de journalisme et de communication, de publicité, il faudrait demander à Luc. Là, mais c'est semblable, puis même dans d'autres, en sciences sociales, puis je dirais que les femmes travaillent bien, il faut le dire. Ça, je trouve qu'elles sont plus
rigoureuses, plus consciencieuses, plus investies dans leurs études. Peut-être comme elles le sont aussi dans beaucoup d'autres secteurs de leur vie privée aussi. Plus organisées, plus structurées, c'est vrai. Puis on l'entend. Moi, je dis c'est vrai parce que je l'entends dans plusieurs domaines. Puis j'aime beaucoup ce côté social-là. J'ose avec des amis, comment ça se passe, ceux qui sont enseignants, les gens que je reçois en podcast. Je pose souvent la question parce que on pensait, à l'époque, on disait, écoute, c'est sûr, il y a certains métiers, mettons en ingénierie, c'est juste des hommes. C'est même plus vrai. Il y a encore, ingénieur mécanique, tu vas dire oui, mais la démocratisation des... Fait que je suis content de savoir que c'est ça aussi, parce que c'est pas une surprise. Là. Ça veut pas dire que les gars ne feront pas de journalisme, mais la façon de travailler, de s'organiser, est reconnue chez les femmes comme étant souvent supérieure. Moi, en tout cas, je le remarque. Puis, je ne veux pas déprécier les hommes. Là, mais c'est pas un contre l'autre, c'est un constat. Non, je le remarque. Puis, en fait, ça devrait servir d'émulation pour les autres. Probablement. Merci beaucoup d'être passé. Puis le livre, on va le dire, La cible contre-attaque sur la maltraitance médiatique et plusieurs autres livres. Oui. Marc-François Bernier, merci. Merci.